Alors merci à tous, aux organisateurs surtout, de m'inviter une nouvelle fois pour parler ici du coude. Alors on est un peu loin du foot, hein, clairement, peut-être pour la troisième mi-temps. De façon très synthétique, ce qu'il faut retenir en termes d'anatomie ligamentaire au coude, deux structures principales, une de chaque côté, avec un rapport particulier pour le faisceau antérieur du ligament collatéral médial en rapport avec le nerf ulnaire, mais ça c'est plutôt en termes de technique chirurgicale. Vous voyez les deux barres vertes, ce sont les ligaments les plus importants, que ce soit un faisceau ou un ligament, on ne va pas aller dans les détails, et c'est ce qu'il faut reconstruire s'il y a une lésion. Alors, le ligament le plus costaud, c'est du côté médial, 260 newtons environ, pour une longueur qui n'est pas excessive, 40 mm au total. Du côté latéral, on appelle ça le faisceau ulnaire collatéral latéral, qui est moins résistant, 230 newtons. Il est donc plus enclin à être rompu ou à avoir une certaine insuffisance, une distension, que du côté ulnaire. Il est par contre plus long, jusqu'à 5 cm. Alors, en termes de tension ligamentaire, ce qu'il faut retenir, on ne va pas aller vraiment dans le détail, c'est entre 30 et 60 degrés, on a une instabilité clinique, et c'est dans ce gap de flexion qu'on aura une certaine fragilité, ou en tout cas, les lésions se produisent généralement entre 30 et 60. Pourquoi? Parce qu'en extension totale, la géométrie articulaire va verrouiller le coude, et en flexion totale, il y a très peu de jeu de bras de levier, puisqu'évidemment, l'avant-bras contre le bras, vous pouvez difficilement entraîner des lésions ligamentaires. Alors en fait, l'instabilité, c'est des tableaux différents. Le patient ne viendra pas en consultation en disant « j'ai un coude instable ». Il aura des symptômes qui vont être différents, et je vais essayer de les résumer pour chaque tableau clinique. J'ai retenu 3 tableaux, l'instabilité médiale, postérolatérale, et l'instabilité globale. Alors là, c'est vraiment anecdotique, mais on ne pouvait pas passer à côté. Les 2 tableaux cliniques, on va commencer par ceux-là. Pour l'instabilité médiale, que j'ai divisé en deux tableaux. L'instabilité chronique du lanceur, avec des symptômes très particuliers, on va le voir, et après traumatisme aigu. Alors pour l'instabilité chronique en valgus, c'est typiquement le sportif qui vient en consultation. Alors les sports de lancer, on a peu de baseball en France. Les sports de lancer en France, c'est principalement le javelot ou éventuellement le basketball. Mais le basketball, il y a plus de pathologies tendineuses ou de l'anthèse postérieure. L'histoire, ce sont des douleurs postéromédiales lors du lancer avec un verrouillage plutôt tardif. Les épisodes aigus sont rares, ou alors ça survient sur un épisode chronique, sur une instabilité ou en tout cas une symptomatologie chronique. Les athlètes décrivent très bien, si on les écoute, c'est surtout, moi je vois beaucoup de lanceurs de javelot, une impossibilité à lancer à vitesse normale, une perte de contrôle, une fatigabilité, et pour le javelot, c'est assez facile puisqu'en fin de lancer, le coach dit, là il y a un tremblement, bref, c'est la fin du lancer qui est problématique. Le nerf ulnaire, j'ai fait un mini rappel tout à l'heure, est très en rapport avec les lésions, en tout cas avec les ligaments, donc les lésions éventuelles, et l'irritabilité du nerf ulnaire est très fréquente. C'est l'entraînement qui va également permettre de comprendre comment ça fonctionne. Effectivement, on voit que l'entraînement intense va perturber, ou en tout cas va favoriser l'augmentation des symptômes sur ce tableau chronique. L'hypersollicitation lors des lancers va avoir une évolution, en tout cas dans cette chronicité d'insuffisance du ligament collatéral médial, des répercussions articulaires. 3 stades. Le premier, qui n'est pas représenté, c'est le stade 0 où il y a des symptômes mais pas encore de conséquences articulaires. On va avoir ensuite un conflit qui est postéro-médial, qui va entraîner le développement d'ostéophytes, et puis la lésion en miroir, qui est plutôt antérolatérale. L'évolution peut se faire vers l'ostéochondrite, voire même la chondromalacie. Voilà, je veux bien passer, mais ça ne fonctionne plus.
Cliniquement, le coude est assez proche de la peau, c'est pas très compliqué d'en faire le diagnostic, il est fait quasiment à l'interrogatoire. De toute façon, un lanceur de javelot qui vient en consultation pour le coude, il n'y a pas 12 000 diagnostics possibles. Faut regarder l'île d'arthrose, il faut rechercher l'île d'arthrose, ça c'est pas très compliqué, la palpation du nerf ulnaire est indispensable, et il faut aller chercher ailleurs s'il n'y a pas une tendinopathie associée. Le testing se fait à 30 degrés de flexion pour éviter le verrouillage articulaire. L'imagerie, c'est intéressant, c'est pas forcément indispensable au diagnostic puisque c'est surtout l'interrogatoire qui va donner le diagnostic. Décor étranger, une couronne d'ostéophyte bien visible sur scanner ou arthroscanner. La prise en charge de l'instabilité, le débridement arthroscopique, on en a parlé pour le genou, eh bien, ça marche aussi bien pour le coude, notamment lorsqu'il y a une couronne d'ostéophyte. Par contre, ce qu'on va avoir comme conclusion, en tout cas comme évolution, c'est malheureusement la récidive avec un taux important de réintervention. Alors, petite intervention de débridement, une reprise assez vite, 4 semaines, c'est globalement le délai qu'on a au niveau du genou. Et puis le délai de réintervention, c'est soit la récidive de la couronne ostéophytique, forcément, puisque la déhiscence du ligament va faire que l'instabilité perdure, ou alors des évolutions plus embêtantes, et là c'est la chondropathie. En quelques mots, pour résumer, l'instabilité chronique en valgus, lanceur de javelot ou autre lancé, le conflit postéro-médial et le nerf ulnaire. Avec ces 3 mots, vous pouvez avoir l'ensemble des symptômes quasiment du sportif qui vient vous voir en consultation. Deuxième tableau, beaucoup moins fréquent, puisque le ligament collatéral médial est particulièrement résistant. C'est la rupture, en tout cas post-traumatique, c'est l'instabilité franche en valgus. Donc c'est un épisode traumatique qui peut être récent ou semi-récent. La plupart du temps, c'est après un traumatisme indirect ou port de charge. C'est typiquement l'entorse sans vraie luxation. C'est rare d'avoir une instabilité qui perdure en valgus après une vraie luxation. Le patient va décrire une gêne, notamment lors de l'appui sur une table. C'est le signe le plus courant et il est facilement reproductible en consultation. Il y a rarement des sensations d'instabilité. Le port de charge est possible grâce au verrouillage de l'articulation en extension. Pareil, le nerf ulnaire doit être examiné. Alors là, on peut mettre en route la vidéo. On l'a testé tout à l'heure, ça fonctionnait. Donc le testing, il est fait en légère flexion. Vous voyez bien que ça va bâiller beaucoup de ce côté-là. Alors là, il est fait sous anesthésie loco-régionale. Évidemment, c'est très confortable pour le patient. On peut le faire en consultation. Ce n'est pas très douloureux. On arrive à le faire. Les examens, il faut compléter. Arthroscanner, si on a un doute sur une lésion associée, ou l'IRM ou l'arthroscanner. C'est globalement les mêmes informations. Là aussi, on peut mettre en route la vidéo côté gauche avec un bâillement. Alors là, lorsque je l'ai fait, il y a une petite rotation, ça perturbe un peu, mais on voit bien qu'il y a une insuffisance du plan ligamentaire médial. Prise en charge de l'instabilité post-traumatique, c'est facile, c'est la ligamentoplastie, il n'y a pas d'autre choix. On ne peut pas se permettre de faire un traitement fonctionnel, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. La technique chirurgicale, quelques photos. La neurolyse du nerf ulnaire, on va ouvrir juste en avant du fléchisseur ulnaire du carpe, prélever un long palmaire, le faux filet, il y a plein de techniques différentes, le tout c'est que ça tienne et que surtout que ça respecte l'isométrie ligamentaire, un passage partie inférieure de l'épicondyle médial et au niveau de la partie antéro-médiale, il faut être assez en avant du processus coronoïde. Alors moi je l'ai fait comme ça, hein, comme il est noté dans le green, c'est la technique de Jupiter. On transpose systématiquement le nerf ulnaire pour éviter qu'il soit en contact avec la ligamentoplastie. La radiographie, vous voyez, il y a 2 petites encres qu'on place à la partie toute antérieure. Vous voyez bien que c'est très antérieur au niveau du processus coronoïde. Les suites, une immobilisation relative, je ne fais pas de plâtre. En passif, ils peuvent rapidement bouger. Port de charge autorisé jusqu'à 6 kg au 3e mois, puis une reprise à 4 mois en termes de compétition, 3 mois pour le sport. Quelques mots, instabilité post-traumatique en valgus, après une entorse,
gêne à l'appui. Enfin, dernier tableau, c'est l'instabilité post-traumatique en varus ou en postérolatéral. C'est assez fréquent, le ligament est moins costaud de ce côté-là. Sportif de tout niveau, ce n'est pas forcément en compétition ni des sports comme le judo ou la lutte avec des notions de torsion ou de clé de bras. Et là, c'est une vraie sensation d'instabilité. Le patient, il vient, il a des douleurs, il sent des ressauts, alors qu'il peut porter des charges grâce au verrouillage articulaire. Attention, ce n'est pas le sport, mais après traitement de l'épicondylite latérale un petit peu trop agressive ou pas, parce qu'il y a certains auteurs qui parlent de l'épicondylite latérale comme étant également une atteinte ligamentaire. Alors on peut mettre en route la vidéo, ce sera la dernière de la présentation. Le testing est difficile. Cliniquement au cabinet, les patients douloureux, vous n'y arrivez pas. Et là, sous anesthésie loco-régionale, c'est facile. On sent ici un ressaut qui était plus franc en supination, en pronation qu'en supination. Et ce qu'on ressent lorsque je fléchis le coude, c'est la tête radiale qui revient en position. Donc en fait, le testing est plutôt pour une réduction de la tête radiale qu'on a placée en subluxation lors de la rotation. Et vous fléchissez, vous sentez que la tête radiale disparaît sous vos doigts. C'est un testing positif. On peut s'aider d'examens paracliniques avec ici sur l'arthroscanner un bâillement et une impression de subluxation de la tête radiale et des images IRM qui montrent une souffrance très importante, mais là c'était quasiment du subaigu. De la même façon, pas de place pour un traitement médical ou fonctionnel, c'est la ligamentoplastie qui a toute sa place, bien évidemment quand le diagnostic est certain. La technique chirurgicale qui ressemble beaucoup à la technique de l'autre côté. On passe juste en avant de l'enconé. Je n'utilise pas l'enconé comme ligamentoplastie, mais certains auteurs le préconisent. On arrive sur l'interligne articulaire, prélèvement du long palmaire, et on faufile, cette fois au sommet de l'épicondyle latéral, pour se placer, cette fois plus en arrière sur l'ulna. On va le voir sur la radio par la suite. Vous voyez bien, il faut vraiment être sur la crête supinatrice et non pas en avant, comme on l'a fait pour le ligament de l'autre côté. Les suites strictement similaires à la ligamentoplastie médiale. L'instabilité postérolatérale ou en varus, post-luxation, ressaut perçu par le patient. L'instabilité globale, pour terminer, en conclusion, finalement, ne retenez pas les deux dernières diapos. C'est des tableaux exceptionnels, l'instabilité congénitale, hypoplasie du processus coronoïde ou la post-traumatique du sujet âgé. Là, je vais juste vous montrer ça. Donc ça, évidemment, patient âgé, plus de 70 ans, la discussion est prothétique. Et la dernière diapo, avec une double ligamentoplastie et reconstruction osseuse. Là, c'est issu d'un article qu'on n'a pas publié, enfin qu'on a envoyé et qui n'a jamais été publié. Mais c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Je vous remercie.